Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Vivre l'entreprise. Collection Vivre l'entreprise. Management et ressources humaines. Cette collection regroupe des ouvrages consacrés aux méthodes et à la réflexion sur l'organisation humaine des entreprises. Déjà paru. IFCINOTTI, L'accueil, l'autre déficit français 2014. Jean-Raymond Loisel, un manager sur le chemin des ressources humaines 2013. Jean-Marie Gog, Le management n'est pas un long fleuve tranquille 2013. Tony Jagu, Changer d'air 2013. Introduction, invitation au voyage. Vous pensez peut-être, non sans raison, la créativité on en parle beaucoup, il y a des quantités d'articles et de livres sur le sujet, des ateliers et des séminaires d'entreprise, des thérapies. Mais moi, dans tout ça, je ne sais même pas si je suis créatif. Ce n'est pas en faisant des jeux de rôle ou de la peinture abstraite avec mes collègues que j'y arriverai et que je résoudrai les problèmes techniques et existentiels qui se posent dans mon travail et dans ma vie. Et puis à la réflexion, la créativité, c'est quoi? C'est vrai, qu'y a-t-il de commun entre Einstein, Mozart, Picasso, Gutenberg, Léonard de Vinci et moi? Bonne question, la créativité, c'est quoi? Le mot apparaît dans la langue française vers 1960, issu de l'anglais. Il faut croire que les anglo-saxons ont toujours été plus créatifs que nous. En tout cas, on est linguistiquement à la remorque, ce qui est de plus en plus vrai, et significatif, j'en ai peur. Mais les définitions des dictionnaires restent floues et nous ramènent au concept d'inventivité. Les créateurs techniques et scientifiques déposent des brevets d'invention. On évoque l'inventivité d'un musicien ou d'un écrivain. On parle par ailleurs d'innovation, d'imagination. La créativité est donc un concept générique qui recouvre des modes de réflexion, d'appréhension du réel et des modes de travail très différents. Un ingénieur qui travaille dans un laboratoire de recherche, un compositeur de musique, un écrivain font-ils appel aux mêmes processus mentaux? Il y a des formes différentes de créativité, mais dans les définitions il manque toujours une dimension essentielle, fondamentale, qui en constitue le caractère commun, le noyau, la réalisation. Avoir de l'imagination, avoir des idées, ce n'est pas être créatif. C'est être imaginatif, ou penseur ou rêveur. Être créatif, c'est réaliser quelque chose. Va donc se poser la question de l'objet de la créativité. À quoi répond cette réalisation? À qui est-elle destinée? Dans certains cas elle sera utilitaire, dans d'autres intellectuelle ou esthétique. Dans certains cas elle sera la réponse à une commande, dans d'autres elle partira d'une nécessité intérieure. Et les deux approches pourront être conjointes. À partir de là, on va vite se rendre compte que la créativité n'est pas un jeu. Quel que soit le domaine dans lequel elle s'applique, elle exige du travail. Contrairement à bien des idées reçues, et publiées à grand tirage, la créativité ne consiste pas à libérer ses instincts et faire n'importe quoi. Et même si on veut exprimer ses instincts profonds et faire parler son inconscient, on ne pourra le faire qu'en se concentrant sur la nature, la forme et l'objet qui porteront cette expression. On voit à l'évidence que la créativité d'un musicien, d'un architecte, d'un ingénieur, qu'il travaille dans la recherche ou dans l'organisation, et même d'un peintre abstrait, malgré les apparences, exige une grosse somme de travail, de concentration et de technique. Réaliser quelque chose de nouveau demande plus d'énergie que l'exécution d'un travail routinier. La charge mentale, la fatigue, le stress ne sont pas les mêmes. Le travail créatif brûle plus d'énergie mais provoque moins d'usure, car cette énergie se ressource. C'est tout le problème du stress, il y a le bon et le mauvais. Rappelons que selon la définition de Hans Selye, le créateur du concept de stress, celui-ci constitue la réponse globale de l'organisme à une émotion. Le mauvais stress est l'accumulation de frustration, d'insatisfaction, d'angoisse que l'on subit. Le bon stress, c'est l'émotion positive. La réussite à un examen, la réussite de ce qu'on a entrepris, créé, réalisé, même si ce fut au prix d'efforts énormes. Ce stress, cette énergie positive, nous ressource et nous régénère alors que l'autre nous use, même si sur le moment nous pensons être moins fatigués. Réaliser quelque chose de nouveau, c'est aussi être confronté à l'incompréhension, à la critique, à l'opposition des autres. Le tollé soulevé par la communauté scientifique et médicale lorsqu'Hans Selye a publié sa thèse. L'environnement ne sera pas forcément amusé et complaisant.
comme dans ces jeux de rôle où c'est la règle. Il faut au contraire tenir bon et convaincre. Pour cela, il faut être convaincu, et on doit l'être si on veut vraiment réaliser son projet. Sans parler de tous les exemples de créations houleuses qui jalonnent l'histoire de l'art, on sait combien un changement d'organisation, de méthodologie ou de process dans une entreprise peut se heurter à la résistance au changement des équipes et des collaborateurs, parfois de la hiérarchie, même lorsqu'ils sont nécessaires. Et ce qu'on observe ensuite, lorsque ces changements sont judicieux et bien menés, c'est qu'une fois mis en place et qu'ils sont intégrés, ils deviennent évidents pour tout le monde. Avec le temps, dans l'histoire de l'art, bien des œuvres révolutionnaires à leur époque sont devenues des canons classiques. Notre oreille ne perçoit plus les dissonances qui faisaient sursauter les auditeurs des symphonies de Haydn. Et que connaissons-nous de ces contemporains qui n'avaient pas ces audaces ? On pense souvent qu'il y a des activités, des secteurs créatifs ou propices à la créativité. Et cela, encore une fois, selon des conceptions très diverses. Le domaine peut être artistique ou scientifique ou technique. Mais les purs créatifs et les titulaires de fonctions créatives par essence sont rares. Ce n'est pas parce qu'on est dans un secteur artistique qu'on fait nécessairement un travail créatif. Un musicien dans un orchestre symphonique doit jouer les notes de sa partition, rien que ces notes, et toutes les notes, selon le tempo et l'intensité imposés par le chef. Ce n'est pas parce qu'on est dans un domaine administratif que la créativité nous est déniée. Attention à ne pas confondre l'objet du métier avec la manière de l'exercer. Prenons des exemples dans la vie professionnelle. Quel que soit le secteur où il travaille, un comptable peut ne pas s'en tenir à comparer les crédits et les débits. Il peut contribuer à la vie et au progrès de l'entreprise en améliorant le reporting, en créant des tableaux, des indicateurs, pour communiquer les résultats de manière plus parlante et plus efficace à sa direction. Lui seul a la maîtrise technique de son sujet pour le faire. Pour cela, lui aussi devra dépasser le quotidien, communiquer et convaincre sa hiérarchie. Je pense à ce contrôleur de gestion, dans une usine où je travaillais, qui imagina et mit en place un système de pastilles colorées suivant un code qui permettait d'un simple coup d'œil dans l'atelier de savoir où on en était de l'amortissement des nombreuses et différentes machines. Le technicien de maintenance dans un laboratoire ou un atelier peut proposer des modes opératoires qui évitent de rentrer plusieurs fois la même donnée, ce que n'avaient pas prévu les ingénieurs qui ne sont pas sur le terrain. Tout process peut toujours être amélioré. Ce technicien mettra aussi en œuvre les mêmes attitudes de réflexion sur le quotidien, de communication et de conviction. L'intérêt de tout cela ? Cela apporte du sens au travail, et cette notion de sens est au cœur de toutes les problématiques de motivation, d'intérêt et à contrario de dépression et de souffrance au travail. Si nous quittons le domaine professionnel pour nous intéresser à la vie personnelle et sociale, nous nous rendons vite compte que la créativité est présente dans tout ce que nous faisons et entreprenons. Rien n'est pire que de ne rien entreprendre, de répéter les mêmes gestes, de s'enfermer dans un train-train répétitif où rien de neuf n'apparaît. Le seul fait d'entreprendre quelque chose de nouveau, à quelque niveau que ce soit, est significatif. C'est plus ou moins important, plus ou moins conscient, plus ou moins délibéré, question de tempérament, mais c'est vital. Ici, c'est la dimension du sens de la vie qui est en jeu. Et nous ne nous battrons jamais assez contre ces préjugés qui veulent que parvenus à la vieillesse, on n'a plus de force créatrice. Qui veulent que dans l'entreprise les seniors, à partir de quel âge, n'ont plus de force de progrès. Mais que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle, nous ne sommes pas forcément conscients de notre capacité créatrice et nous ne savons pas toujours mettre en œuvre nos ressources. Surtout si nous nous laissons écraser par le poids des préjugés ou des envolées philosophico-idéalistes, qui supposent que la créativité relève de quelque illumination, de nature quasi divine. Les capacités et les ressources ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Heureusement d'ailleurs. Si tout le monde était pareil, où serait l'originalité qui créerait ? De la même manière qu'intellectuellement il y a des matheux et des littéraires, des modes de raisonnement fondés sur la logique, d'autres sur le jugement, les modes de créativité sont de nature différente chez les individus. C'est de cela qu'il faut prendre conscience avant toute autre considération. À votre niveau, selon votre profil, vous avez des ressources créatrices, ce serait dommage de ne pas les exploiter, en tirer profit. Le propre de la créativité,
c'est qu'il y a toujours quelque chose à défricher. C'est chaque fois une découverte, un voyage, une aventure. Aussi bien dans le domaine professionnel que dans celui des arts ou de la pensée. Comme le dit le très cartésien philosophe et académicien Jean-Luc Marion, un bon projet de recherche est un projet qui vous mène à une découverte qui n'est pas celle que vous attendiez, qui vous oblige à reformuler votre question. C'est le signe que l'on découvre quelque chose. Quand on écrit un roman, chaque paragraphe ouvre au prochain, chaque chapitre ouvre des perspectives nouvelles. Ce n'est que par la concentration, le travail, le temps imparti qu'on y parvient. Le sujet d'un livre peut toujours être décrit en 20 lignes. Ce n'est que par une immersion complète que l'auteur peut trouver ce qui remplira les 200 pages, qui le mène souvent bien au-delà de ce qu'il pensait au départ. Un auteur prolixe comme Douglas Kennedy fait dire à un de ses personnages, et ce n'est pas pour rien, on évoque parfois le plaisir enivrant de la création, mais seuls ceux qui n'ont jamais tenté d'écrire peuvent parler ainsi. Et plus loin, le pire, et je le savais parfaitement, c'était que l'inspiration ne comptait que pour moitié environ dans les ingrédients nécessaires à un bon texte. Savoir-faire, application et pure volonté faisaient le reste. Je veux ici aborder un autre aspect, celui du respect qui est dû au travail créatif et à sa rémunération. Un artiste qui vit de son art ne fait pas de l'art pour l'art, et tous ceux que je côtoie ne roulent pas sur l'or, tant s'en faut. Je veux donc m'en prendre à tous ceux, parmi lesquels de courageux anonymes, pour qui on peut piller des œuvres sous le prétexte qu'Internet est ouvert à tous. Les magasins aussi sont ouverts à tous. Je vais rappeler l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, décembre 1948. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. J'ai entrepris ce travail sur la créativité, parce que le sujet me tient à cœur depuis longtemps. Plus, c'est une vraie nécessité intérieure. Mon obsession était d'en comprendre le processus psychologique et mental. Bien sûr, j'ai puisé dans mon expérience de psychologue et de conseil en ressources humaines. Concernant le sujet même de la créativité, j'ai commencé à prendre des modèles, à étudier des théories. J'ai très vite abandonné les modèles théoriques. Le modèle, c'était à moi de le créer. Par l'observation, l'auto-observation, comme une sorte de dédoublement, l'expérience du terrain par les contacts et les échanges. Je n'ai pas toujours été objectif. C'était mon objectif de ne pas l'être. Si j'ai un modèle, c'est le célèbre vers d'Antonio Machado, le chemin se fait en marchant. Dès le départ, je savais que je ne voulais pas me lancer tout seul dans cette aventure, ce voyage, découverte. J'ai donc fait appel autour de moi, à des gens qui créent, chacun dans son domaine, chacun à sa manière. Pour ce voyage donc, je n'ai pas pris l'autoroute des idées toutes faites, j'ai pris les petites routes, j'ai fait du stop. Chacun m'a pris dans sa voiture ou dans sa carriole et m'a fait découvrir ces territoires, j'ai passé du temps avec eux dans leurs auberges. Je me suis demandé parfois où j'allais, si j'étais toujours dans la bonne direction par rapport au but que je m'étais fixé, mais mon but était-il le bon ? Une destination inconnue peut être encore plus intéressante, et chemin faisant, je suis allé plus loin que je n'imaginais au départ. Et lorsque j'avais l'impression de m'égarer, je me posais la question. Mais si je reste fixé sur mon idée, suis-je vraiment créatif ? Oui, mais pour produire quelque chose de cohérent, il faut quand même savoir où je vais. Je pense que Jean-Luc Marion ne me contredira pas. Otto Rank et Maurice Thévenet m'ont fourni des plans et au long du chemin, après Ernst Chélier et Douglas Kennedy, j'ai croisé Stefan Zweig, Virginia Woolf, Luc Besson, Michel Legrand, Georges Brassens, Simone de Beauvoir, Haydn, Beethoven, Victor Hugo, Henri Dutilleux, Jean Dutour, Erasme, Éric-Emmanuel Schmitt, Harold Searle, Drieux-La Rochelle, Vincent et Théo van Gogh, Jean Hatzfeld, Dino Buzzati et même Einstein qui m'ont dit quelques mots. Quant à mes témoins accompagnateurs, je ne leur ai surtout pas demandé de théorie ni d'envolée lyrique, certains n'ont quand même pas pu s'en empêcher, mais simplement de me décrire leur travail, ce qui n'est pas toujours si facile, d'où viennent les idées, comment ils opèrent au quotidien, quelles sont leurs contraintes et leurs satisfactions. Car mon objectif était bien de décrire les mécanismes, psychologiques, intellectuels, sensoriels, mis en œuvre. Et ce afin d'en tirer surtout pas des trucs mais une pensée concrète et opérationnelle, une vraie réflexion. Je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui m'ont ainsi pris en stop dans cette exploration de nouveaux territoires, et qui ont eu à cœur de m'ouvrir d'autres portes,
ravis que leurs amis à leur tour me fassent aussi part de leurs expériences. Christophe Gibert, designer et musicien-compositeur. Odile Pellier, directrice du développement RH. Gary Smilkowski, artiste peintre, professeur de restauration de tableaux. Caroline Samu, plasticienne et art, thérapeute, animatrice de l'atelier Handi Expression, de l'association ART27. Alexis Chabert, illustrateur, auteur de bandes dessinées et compositeur. François Dimberton, dessinateur, écrivain, scénariste. Xavier Guiton, art et métier, ingénieur bureau d'études. Mathias Desmoulins, pianiste concertiste, compositeur et artiste peintre. Alain Gibert, ENI, ingénieur conception et organisation. Première partie, équipement. Chapitre 1, les modes de pensée. Il y a plusieurs façons de percevoir le réel, de l'analyser, plusieurs façons d'aborder un travail, de résoudre un problème, de trouver des idées. Cela dépend du type de travail ou de problème, cela dépend aussi de vous, de vos orientations intellectuelles. Si on s'en tient à une schématisation courante et entretenue, ce serait l'intelligence logique, mesurée par les tests de QI, qui permettrait de résoudre les problèmes, aussi bien mathématiques que techniques ou organisationnels. À côté de cela, la sensibilité, émotivité, serait à la base de la créativité. On observe que la plupart des tests de personnalité associent les deux. On peut même lire dans la brochure d'analyse d'un test qui nous définit et nous détermine selon la latéralisation de notre cerveau. L'opposition entre scientifique et artiste est vieille comme le monde. On découvre dans le dépouillement de ce test que les artistes sont amusants, ouverts et détendus. À côté de cela, les musiciens qui apparemment n'entrent pas dans la catégorie des artistes se distinguent par leur contact humain, ce qui les rapproche des enseignants, des infirmiers et des travailleurs sociaux. Or ce n'est pas seulement, tant s'en faut, par la logique que se traitent la plupart des problèmes de la vie et du travail, les relations sociales et humaines, et même les problèmes organisationnels ou techniques. Ce n'est pas par la logique que se prennent les décisions, petites ou grandes, concernant la manière dont nous allons faire notre travail, concernant notre avenir, à commencer par ce que nous allons faire demain. Et la sensibilité n'a guère de place dans la créativité, lorsqu'on travaille dans un bureau d'études à la recherche d'une nouvelle motorisation moins polluante, ou que l'on cherche comment simplifier et informatiser un formulaire de reporting d'activité. C'est justement là qu'il faut de la logique. On ajoutera même qu'un compositeur qui travaille le contrepoint est plus dans la rigueur que dans la sensibilité. Si on sort de ce schéma binaire classique et si on analyse de manière plus opérationnelle et plus approfondie le fonctionnement intellectuel, on peut décrire 3 modes principaux d'appréhension du réel, qui, en se combinant, couvriront un vaste champ de la pensée. La logique. Le jugement. L'intuition. À des degrés divers, et selon la situation rencontrée, le travail à faire, le problème à résoudre, nous fonctionnons avec les 3. Mais nous avons aussi un mode préférentiel qui nous caractérise, et qui caractérise nos choix et nos actions. Quel est votre mode préférentiel ? Voici un quiz pour vous positionner. Quiz. Votre mode d'appréhension du réel. Voici 7 situations. Pour chacune d'elles, 3 réponses vous sont proposées. Choisissez chaque fois celle qui vous convient le mieux. 1. Avant de prendre une décision. B. Je me fais une idée des conséquences. A. J'analyse les données du problème. C. Je me fie à mon instinct. 2. On dit de moi. C. J'anticipe les questions. A. Je suis très rigoureux. B. J'ai un fort esprit critique. 3. Face à une situation imprévue. A. Je me fie aux données objectives. B. Je prends en compte l'environnement. C. Je devine ce qui va arriver. 4. Pour entreprendre une action nouvelle. B. Je m'informe autour de moi. C. Je ne calcule pas, j'y vais. A. Je pose bien le problème. 5. Face à des dépenses à entreprendre. A. Je pose tous les calculs. B. Je pense d'abord à l'intérêt que cela présente. C. J'apprécie l'ordre de grandeur. 6. Pour apprécier une personne. C. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.